Après plusieurs stages, vous avez atterri à la sûreté urbaine au commissariat central de Saint-Louis et à la sûreté urbaine de Dakar comme chef de la section de police judiciaire. Après, vous serez nommé chef de service du commissariat de Guédiawaye et enfin au commissariat de Tivaouane où vous avez laissé d'excellents souvenirs. Après, survint la fameuse grève des policiers qui sera suivie la radiation des personnels en 1987. Bonjour commissaire. Bonjour, je vous remercie pour l'occasion que vous me donnez effectivement de parler à vos auditeurs, que je salue au passage, n'est-ce pas, et dans les mêmes salutations également, j'y confonds aussi vos techniciens, n'est-ce pas, qui vous aident effectivement à enregistrer cette émission. Comme vous l'avez dit, effectivement, la présentation est quasi complète. Bon, sinon que juste après cette fameuse radiation, nous avons intégré la police municipale, notamment comme directeur de la police municipale de Pékin. Ensuite, on a été en mission en République démocratique du Congo. Au retour, nous avons intégré la police municipale de Dakar, où j'ai assumé les fonctions de directeur de la police municipale. Ça a été l'occasion pour moi également, avec les autorités de la municipalité, de mettre en place le corps des volontaires. En 2012, nous avons réintégré notre corps d'origine, la police nationale, où j'ai occupé les fonctions de conseiller technique, mais où j'assumais également de facto aussi les fonctions de directeur général adjoint. Voilà en gros ma carrière. Sinon d'ajouter qu'effectivement j'ai été ensuite détaché à l'agence d'assistance à la sécurité de proximité, n'est-ce pas, comme directeur des opérations. Voilà donc, commissaire, pour revenir sur le vif du sujet, comme je l'ai dit tantôt, vous avez habitué les Sénégalais, vous avez habitué vos proches à une certaine réserve. Commissaire, qu'est-ce qui motive subitement cette sortie de votre paisible retraite? Bon, si j'ai observé pendant un certain temps, pendant un certain nombre d'années, une sorte de réserve, une réserve même, je peux dire, d'abord c'était dû à mes fonctions, au métier que j'exerçais, étant policier, donc j'étais soumis à un cadre statutaire qui ne me permettait pas effectivement de parler. Donc après la retraite, j'ai observé quelques moments de silence, de réserve comme vous dites, mais après j'ai cru devoir retrouver maintenant ma liberté de penser, ma liberté d'opinion et la possibilité pour moi d'exprimer mes convictions. Donc peut-être qu'il y a cet article tout récemment qui a fait entre guillemets ce que les gens appellent le buzz, mais en fait ça fait longtemps que j'ai commencé à écrire, n'est-ce pas, sur la situation du pays. Et pour aller plus en profondeur également, je signale que j'ai commencé effectivement, disons, à lutter, entre guillemets, si on peut le dire comme ça, depuis 1987, c'est-à-dire que depuis la radiation des policiers. Donc j'étais constamment dans la presse, bon, peuvent en témoigner des gens comme des personnalités de la presse comme Mamadou Mandiaye, Babacar Touré, Abdoulaye Yagasila, etc. Donc ça fait bientôt 33 ans que vraiment je suis en train de m'activer pour vraiment dénoncer certains tares et notamment l'injustice. Donc c'est pas nouveau, peut-être que les gens viennent de me découvrir, mais je crois que depuis quelques années quand même, je suis en train de m'exprimer et donner mon opinion vraiment par rapport à la marche du pays. Voilà. Pour ceux qui ne le savent pas, qui ne maîtrisent pas justement ce que vous venez de dire, certains ont confondu vos premières sorties par rapport à l'affaire dite du maire de Dakar, Khalifa Sall, et d'aucuns ont pensé que c'est justement suite à l'emprisonnement du maire Khalifa Sall que c'est l'emprisonnement du maire Khalifa Sall qui serait à l'origine de votre radicalisation vis-à-vis du pouvoir. Vous avez un agenda inavoué. Qu'en est-il exactement? Non, je n'ai pas un agenda inavoué,
par rapport à la sortie que j'avais faite sur le maire de Dakar, ce que j'ai pu dire, c'est que, bon, quand l'affaire a éclaté, bien avant qu'on l'arrête d'ailleurs, j'avais dit à un de ses proches qu'il sera arrêté. Hein. Bon, je ne vais pas le citer ici, mais je peux le prendre à témoin quand même. J'avais observé un certain mutisme, parce que je me disais que c'est une affaire qui est pendante au niveau de la justice, mais c'est quand j'ai vu que il y a des gens, n'est-ce pas, que Khalifa avait aidé, n'est-ce pas, des gens, n'est-ce pas, dont il a contribué effectivement à régler beaucoup de problèmes sociaux, que ces gens soient mis à le critiquer, à feindre vraiment de ne pas effectivement reconnaître que effectivement ce monsieur-là, ce grand monsieur a été un bienfaiteur pour eux à un moment donné de leur vie. Je me suis dit que, comme on dit en Wolof, que ngorongi tumuranke. Alors j'ai décidé de prendre ma plume maintenant pour effectivement d'abord exprimer toute mon amitié, ma sympathie envers Khalifa Sall, mais également vraiment pour remettre à l'ordre ces gens-là que j'ai considérés comme des opportunistes et des ingrats. Oui, mais en faisant cette sortie, vous aviez mesuré à l'époque que cela pouvait être interprété de cette façon-ci, c'est-à-dire que des gens soient maintenant à penser que vous avez justement un calendrier politique caché. Moi, je n'ai pas un calendrier, comme je dis, je n'ai pas un calendrier politique caché, et je peux même dire, parce que c'est une primeur que je vous fais, que après avoir écrit cette première lettre-là, bon, on m'a convoqué quelque part, effectivement, pour s'enquérir des vraies motivations, effectivement, de ma publication. Donc j'ai répondu, comme j'ai dit, mais en fait, je n'ai pas d'agenda caché. Je dis que j'ai retrouvé ma liberté de ton, d'opinion et d'exprimer mes convictions. Donc je suis un citoyen comme tous les autres, et j'ai le droit, effectivement, maintenant, de dire ce que je pense par rapport à la marche de ce pays-là. Et comme je l'ai dit, vous me voyez rarement m'adresser à des ministres ou bien à des hauts fonctionnaires, parce que tous ces gens-là sont nommés. Bon, il n'y a que le président de la République vraiment qui soit élu, donc qui est dépositaire effectivement du pouvoir légitime des populations, n'est-ce pas? Donc c'est à ce titre, effectivement, puisque je fais partie de la population, je suis un membre du peuple, je crois que c'est mon devoir effectivement de pouvoir apprécier ce qu'il est en train de faire en notre nom. Donc si c'est bien, comme j'ai l'habitude de le dire, mais on l'apprécie, on l'applaudit. Mais si on pense qu'effectivement c'est contraire aux intérêts de la population, aux intérêts du peuple, vraiment, je crois qu'on a le droit de le critiquer de manière positive pour qu'il se rectifie, n'est-ce pas? C'est dans ce sens-là qu'il faut situer, disons, mes interventions. Je ne cherche pas de buzz, je n'ai aucune ambition politique, je n'ai pas besoin d'être maire, je ne cherche pas à être député, encore moins président de la République, n'est-ce pas? Mais je dis qu'en tant que citoyen, n'est-ce pas, j'ai le droit effectivement d'interpeller le président de la République. Tout citoyen d'ailleurs sénégalais a le droit de l'interpeller. Il est là, on lui donne un fonds pour qu'il puisse gérer le pays, on lui donne un budget, il est dans un palais, on lui donne un véhicule, n'est-ce pas, qui quand il circule, n'est-ce pas, en ville ou ailleurs, mais tout le monde est obligé de s'arrêter, même les khalifes généraux. Donc vraiment, on lui a donné tous les moyens financiers et humains nécessaires pour qu'effectivement il puisse mener son sacerdoce de manière la plus efficace et la plus efficace au profit des populations. Maintenant, il nous appartient, puisque nous, on l'a délégué, vraiment, je crois que c'est notre droit également de pouvoir apprécier ce qu'il est en train de faire en notre nom, encore une fois. Il faut le préciser, il n'y a que ça. D'accord, commissaire. Vous savez, à la décharge des Sénégalais qui, nombreux d'entre eux, n'ont pas jusqu'à présent réussi à faire la différence entre un commissaire de police, un officier de l'armée ou de la gendarmerie ou un magistrat en exercice et en fonction. Pouvez-vous très rapidement expliquer à nos auditeurs et autres youtubeurs quelle est la différence entre un commissaire de police en exercice et un commissaire de police à la retraite? C'est-à-dire qu'il faut que les gens comprennent que au-delà de cette retraite-là, c'est-à-dire que vous êtes des citoyens. Voilà, justement, c'est là, comme je l'ai dit tantôt, quand on est en fonction, comment dirais-je, on est dans un carcan statutaire qui ne vous permet pas, n'est-ce pas, de vous exprimer et d'exprimer publiquement, n'est-ce pas, vos idées. Parce qu'il arrive même en tant que policier,
d'obéir à des ordres, de faire des choses qui soient contraires effectivement à ses propres convictions. Mais comme je dis, on est des hommes de devoir, donc on est là pour obéir. Vraiment, c'est l'obéissance hiérarchique de l'ordre donné par le supérieur. Bon, c'est ça. Bon, mais une fois à la retraite maintenant, comme je dis, vraiment, on retrouve son statut de citoyen. Et en retrouvant son statut de citoyen, vraiment, on a le droit, comme j'ai l'habitude de dire, d'exprimer effectivement nos opinions, nos idées, avec évidemment quand même une barrière à ne pas franchir. C'est-à-dire que jamais dans mes écrits, vous n'avez vu nulle part où effectivement j'ai dévoilé un secret professionnel. Et jamais je ne le ferai jusqu'à la tombe. C'est valable aussi. Imaginez que tous les policiers à la retraite, les militaires à la retraite et les gendarmes à la retraite se mettent effectivement à dévoiler, n'est-ce pas, les secrets qu'ils ont eu à connaître pendant leur carrière. Mais vraiment, le pays serait sans dessous. Donc jamais, personne ne peut avoir l'occasion de le prouver que j'ai eu à déflorer un secret professionnel. Par contre, en tant que citoyen, j'ai le droit, vraiment, et personne ne peut me museler, personne ne peut l'interdire à ce que je donne mon idée sur la façon dont ce pays-là marche. Voilà. Maintenant, pour revenir sur ce qui a fait l'actualité ces derniers jours, commissaire, on a tous été surpris de voir dimanche passé des éléments de la division des investigations criminelles opérer une descente chez vous, vous interpeller et vous conduire au niveau de la DIC. Vous qui avez été un chef dans la police, qui avez été un chef dans les services de sécurité, vous qui avez eu à être un enquêteur, à avoir en face de vous des délinquants ou des gens que vous entendez, qu'est-ce que cela vous a fait, que cela, avec qui vous avez cheminé pendant plus de 35 ans, que cela vienne chez vous et vous conduise comme un vulgaire délinquant? Qu'est-ce que cela vous a fait devant vos enfants, devant votre épouse, devant vos voisins? Bon, disons que ça ne m'a pas quand même choqué outre mesure, parce que durant toute ma carrière quand même, je me suis dit, et ça fait partie de ma philosophie, que le monde, la boule tourne, et qu'un jour ou l'autre, effectivement, je pourrais me retrouver dans cette situation. Évidemment, il faut comprendre qu'il y a un peu de gêne quand même, que d'anciens collègues, n'est-ce pas, viennent vous trouver au milieu de votre famille, effectivement, pour ensuite vraiment vous demander de les accompagner, n'est-ce pas, au niveau de la brigade des affaires générales. Bon, mais ça ne m'a pas, disons, ça ne m'a pas trop choqué, parce que vraiment, quand même, ma carrière professionnelle, les péripéties, les aléas et les vicissitudes que j'ai connues dans la vie m'ont permis de développer une certaine résilience. Donc, c'est de bonne grâce que, effectivement, je me suis soumis à la convocation. C'est même pas une convocation, parce que quand ils sont venus, ils m'ont dit que c'est une convocation. Donc, et au moment où ils s'apprêtaient à rédiger la convocation, ils m'ont fait comprendre que je devais les accompagner. C'est en ce moment que je leur ai dit que vraiment la convocation n'a plus de raison d'être, puisque je dois aller avec vous. Donc vraiment, il faut reconnaître aussi qu'ils ont été polis, ils m'ont donné tous les égards et toute la considération nécessaire. Je les ai suivis, on a été à la brigade des affaires générales, où également j'ai été bien reçu, et on m'a mis en rapport avec un inspecteur aussi, qui m'a entendu vraiment de manière polie, respectueuse, voilà, avec l'obligeance nécessaire. J'ai répondu également aux questions. Donc ça portait sur cet article-là. Donc j'ai répondu à toutes les questions. Je suis resté là-bas jusqu'à 23h30. Bon, à 23h30, bon, on m'a reconduit chez moi en me donnant une convocation pour me présenter le lendemain à 16h30. Bon, tout en me signifiant, d'ailleurs je l'ai lu dans le PV, les charges qui ont été retenues contre moi, c'est-à-dire que c'est offense au chef de l'État, c'est diffusion de fausses nouvelles, c'est encore acte et manœuvre de nature à jeter le discrédit sur les institutions de la République. Bon, je leur ai dit même en plaisantant que ça c'est costaud, et que vous avez vraiment ouvert les portes de Rebeuss pour moi. Donc, moi je suis rentré, et effectivement, compte tenu de ces charges-là, moi, je me disais que le lendemain, on allait tout juste me présenter au procureur de la République, effectivement, peut-être, qui va me demander d'aller rejoindre le juge directement à Rebeuss, c'est-à-dire que de mettre sous mandat de dépôt. Donc, le lendemain, à 15h, au moment où je m'apprêtais à descendre, alors que j'avais préparé, disons, ma valise, en fait, mon sac, où j'avais mis mes effets personnels, etc. Parce que pour moi, c'était directement pour Rebeuss. Bon, donc, on m'a téléphoné pour me dire que ce n'est plus d'actualité. Bon, vous savez, bon, le français est un peu subtil, ce n'est plus d'actualité. Peut-être qu'ils n'ont pas mon temps, ou bien peut-être qu'ils ont d'autres chats à fouetter.
Bon, peut-être demain, ça pourrait être d'actualité aussi. Donc, je suis sur le qui-vive, mais comme j'ai dit, j'ai développé une résilience qui fait que, bon, encore dans la vie, rien ne m'impressionne, hein, rien ne m'intimide, vraiment. J'ai vécu des situations plus dures que ça. Donc, je suis là, à la disposition de la justice et prêt à répondre en cas de besoin. Oui, en somme, pour vous résumer, donc c'est la police elle-même qui vous a mis dans le buzz, qui vous a donné le buzz. Parce que je crois qu'il aurait été plus facile et plus responsable de vous délivrer, de vous donner une convocation et à charge pour vous de vous rendre sur les lieux. Alors, même pas une convocation, on m'a donné un coup de fil, j'allais répondre parce que vraiment j'ai de l'égard pour cette institution-là. Jamais je n'entreprendrai un acte ou une action vraiment, effectivement, qui les mettra en mal. Donc, même on m'a donné un coup de fil, effectivement, j'allais répondre. Bon, donc, mais, chacun avec sa façon d'agir, quoi. Voilà, mais je ne les renvoie pas du tout. Je me suis dit que c'est des instructions qu'ils ont reçues et ils sont en train de les appliquer, comme aussi, de par le passé aussi, j'ai eu à exécuter des instructions. D'aucuns de ceux-là qui nous ont approchés quand ils ont su que nous devions nous entretenir avec vous, ont pensé qu'il y avait une nette volonté d'humiliation. Il y en a d'ailleurs un qui m'a donné l'exemple d'un de vos illustres devanciers, Feu Mamadou Moustapha Sarr Toto, qui dans les mêmes termes, dans les mêmes conditions, aurait eu un traitement similaire. Alors qu'on voit régulièrement des responsables qui ont détourné des fonds, qui ont soit commis des faits beaucoup plus graves, avoir un traitement beaucoup plus doux que le vôtre. Bon, en fait, vous avez raison. En fait, il y a quelque chose qui m'a un peu, disons, un peu gêné. C'est-à-dire que quand j'entrais dans le véhicule de mes collègues policiers pour me rendre à la brigade des affaires générales, bon, juste derrière moi, il y avait des gosses qui s'adonnaient à la vente de chanvre indien, comme ça. Alors, ça a été une image, n'est-ce pas, qui m'a un peu fendu le cœur. Je me suis dit que voilà, moi, commissaire de police, qui lui a servi l'État pendant 35 ans, me voilà en train d'être conduit, comment dirais-je, au niveau de la digue, alors que justement derrière, il y a ces gosses-là qui sont en train de me regarder partir, alors qu'ils sont en train de vraiment de commettre un délit, ils sont en train de vendre comme ça, au vu, au soulèvement du chanvre indien. Alors, disons que ça m'a un peu, peut-être pas révulsé, mais ça m'a fait un pincement au cœur quand même. D'accord. Commissaire, toujours dans cette même logique de ce fameux article, on a tantôt lu dans la presse en ligne un certain officier de police, M. Diop, qui a eu à vous reprocher certaines choses. Je sais que vous n'aimeriez pas en discuter, mais pour justement éclairer la lanterne des auditeurs, sur justement juste un point sur lequel on vous reproche d'avoir été à l'origine de la radiation des policiers. Sur ce point précis-là, qu'est-ce que vous pouvez dire aux Sénégalais sur les fondamentaux, sur la base de la radiation des policiers? Bon, ce que d'abord je reproche à ce monsieur-là, c'est qu'il manque totalement de courage. Moi, quand j'écris, je signe et tout le monde sait qui je suis. Mais écrire M. Diop, etc., officier de paix, vraiment, il manque totalement de courage. Pour moi, disons qu'à la limite, je mets ça sur le compte de la lâcheté. Vraiment, il a le droit de me critiquer. Et ensuite, bon, ce que je dois également faire comme remarque, c'est que comment répondre sur mon article, sur les points que j'ai soulevés point par point. Maintenant, s'il s'agit d'attaque personnelle, vraiment, je crois que je me garderai d'y répondre parce que ces gens-là, je les considère comme des ministres aveugles. Bon, maintenant, par rapport à la radiation, je crois que si vous aviez mené une enquête au niveau des policiers radiés, vous vous rendrez compte que vraiment, ils me considèrent comme une idole, vraiment. J'ai une personnalité morale qui fait qu'effectivement, ces gens-là, vraiment, me considèrent comme une sorte d'icône. Bon, maintenant, pour ce qui est de la radiation, encore une fois, je peux brièvement, peut-être, dire comment ça s'est passé. Bon, moi, j'étais l'adjoint au chef de la sûreté urbaine et en même temps, chef de la police judiciaire. Donc, on nous avait signalé vraiment les agissements plus ou moins apocryphes d'un individu qui habitait Fass. Bon, après enquête, on s'est rendu compte que c'était un grand receveur. Donc, les véhicules, et puis c'est que ça gênait, n'est-ce pas, le quartier.
Il y avait beaucoup de nuisances nocturnes. Donc finalement, j'ai envoyé une équipe de la brigade de recherche, parce que j'en avais 2, etc. Parce qu'à l'époque aussi, j'assumais l'intérim du chef de la sûreté urbaine. Les gens se l'ont appréhendé, ils l'ont conduit. Moi, quand je suis venu le matin, n'est-ce pas, pour prendre le service, effectivement, on me l'a conduit. Bon, en venant, j'ai vu qu'il y avait une légère claudication de sa part. Je l'ai interpellé, il m'a dit en Wolof, qu'il souffrait de ce qu'on appelle fetu salé. Bon, j'ai demandé à ce qu'on l'interroge là-dessus. Bon, c'est ensuite qu'on a mené l'enquête que j'avais confiée à un officier de police qui venait régulièrement dans mon bureau pour me rendre compte de l'avancement du dossier. Quand on l'a effectivement, à un moment donné, sa situation sanitaire s'est aggravée. On l'avait même conduit au niveau de la clinique Casaos pour prendre des soins. Entre-temps, bon, ça va me prendre un peu de temps, mais c'est long quoi. Entre-temps, il avait un complice qui habitait la rue Escarfé, qui est décédé, n'est-ce pas, pendant ces 2 jours-là. Et aussi, il souffrait de ce qu'on appelle le fetu salum là. Bon, ses parents sont venus le voir pour lui dire que Dieu est décédé à la suite de cette maladie que vous partagez là. Donc, il s'est mis à crier, à dire que ce sera son tour, etc. Bon, on l'a amené à la clinique Casaos. Là, je me rappelle que ses parents même s'étaient opposés à ce qu'on le conduise là-bas. Bon, on a fait l'enquête, on l'a envoyé au niveau du parquet, n'est-ce pas? Bon, arrivé au parquet, il n'était pas tellement bien portant, on l'a amené au niveau du pavillon Espal. Vraiment aussi, moi je parle objectivement. Je ne saurais dire si effectivement il a eu une maltraitance de la part de ceux-là qui l'ont enquêté ou pas. Vraiment aussi, il faut être objectif. Comme aussi, je ne saurais affirmer qu'effectivement, il a été maltraité. Toujours est-il que, quelques jours au pavillon spécial, effectivement, il est décédé. Donc, on a conclu une première fois à une mort naturelle, n'est-ce pas? Mais les parents se sont opposés pour dire qu'il faut une contre-expertise. À l'issue de la contre-expertise, effectivement, le médecin a conclu qu'il avait subi des traumatismes. Et c'est en cela qu'ils ont porté plainte. Et effectivement, l'affaire a été déclenchée. Bon, c'était en 82, et il y a eu jugement qu'en 87. C'est-à-dire que 5 ans après. Donc, à l'issue de ce jugement, le verdict était que les policiers ont été condamnés à des enfermes et à payer 6 millions de dommages et intérêts. Donc, vous savez, dans notre corps, 2 enfermes, vraiment, c'est la radiation du corps. Donc, les policiers, en quittant le tribunal, ils étaient plus ou moins, disons, affolés. Mais ils auraient dû réfléchir en disant que, vraiment, avec un tel verdict, on n'aurait pas dû quitter le tribunal. Bon, parce que, bon, je ne vais pas trop entrer quand même dans les détails. Bon, il y avait, disons, discussion entre la partie civile et les policiers pour vraiment essayer de voir comment régler ce problème-là. Mais, disons que les policiers n'étaient pas informés de ça. Donc, ils sont allés voir le chef de la sûreté à l'époque pour lui rendre compte. Bon, quand ils ont quitté son bureau, c'est après qu'ils sont organisés pour faire des tracts, distribuer des tracts et décider effectivement de mener une opération le lundi. À l'époque, moi j'étais à Tivaouane, le directeur Feu Sadibou Ndiaye m'a appelé pour me dire comme ça, bon, il faut prendre des dispositions parce qu'ici à Dakar, les policiers ont envisagé de faire une marche. Moi je lui ai dit que bon, ici à Tivaouane, il n'y aura pas de marche. Donc en fait, ça s'est passé comme ça. Bon, il y a beaucoup de péripéties. Bon, comme j'ai dit, j'ai fini un livre sur ça. Bon, je suis en train de voir comment faire pour éditer ça. Bon, il y a beaucoup de choses à raconter. Bon, ça ne pourra pas prendre vraiment, ça ne pourra pas couvrir. Mais ça a été un drame quand même, ça a été un drame. Et ce que j'ai pu dire également, c'est que ça a été une occasion pour l'État de se débarrasser des policiers qui avaient un certain niveau, un certain bagage. C'était la purge des intellectuels. C'était non seulement au niveau des commissaires de police, mais au niveau des gardiens de la paix. Parce qu'il y a toute une promotion, la 20e promotion, qui a été littéralement, disons, radiée, parce qu'ils étaient, disons, à 95%, ils étaient tous des bacheliers. Voilà. Donc il y avait cette idée-là qui faisait que, bon, il fallait se débarrasser de cette gens-là, qu'on accusait de vouloir imposer une nouvelle façon de voir, une mentalité au sein de la police. Ah ouais, donc vous rejoignez tantôt ceux-là qui disent que le pouvoir de Diouf avait voulu bannir l'émergence d'intellectuels
au sein de la police en procédant à la radiation à l'époque. Donc il paraîtrait même que ce sont les meilleurs cadres et cette fameuse promotion dont vous parlez qui ont été les plus sacrifiés dans cette mesure. Bon, peut-être que je ne dirais pas que c'était les meilleurs, mais ils faisaient partie des meilleurs. Vraiment, les meilleurs en sécurité publique, les meilleurs en renseignement, les meilleurs en... Il y avait de très bons éléments. Donc, bon, parce que nous, on a été radié, mais on a dit à personne les raisons pour lesquelles il a été radié. Il n'y a pas eu même de notification, même pas de notification verbale. C'est que vous allez au niveau de votre banque, on interroge, n'est-ce pas, l'ordinateur par rapport à votre compte, à votre virement de salaire, et l'ordinateur m'était inconnu. Ça veut dire qu'on ne vous a jamais connu. C'est comme ça que vous apprenez qu'effectivement, vous ne faites plus partie du corps de la police. Vraiment, il faut reconnaître aussi que c'est un peu brutal, quoi. Ouais, c'est un peu brutal. Chers auditeurs, je vous rappelle que nous sommes toujours avec le commissaire Boubacar Sadio dans votre émission dominicale Actu Phare. Oui, mais commissaire, là, vous venez de préciser tantôt qu'au moment de la radiation, vous vous trouviez à Tivaouane, donc à quelques 120 km de Dakar. Donc, ceux-là qui disent que vous êtes à l'origine justement de la sortie de ces policiers du commissariat central qui auraient motivé la radiation. Donc, je crois que cela, c'est juste un mauvais procès qu'on est tenté de vous faire. Bon, les mauvais procès, je sais que, bon, j'en connaîtrai parce que ce que je suis en train de dire, les actes que je suis en train de poser ne font pas plaisir à tout le monde. Donc les gens vont chercher à vous dénigrer, n'est-ce pas, à vous salir, à vous tyranner ou à vous vouer aux gémonies. Bon, ça également, ça fait partie du jeu. Bon, peut-être que si je m'étais contenté de prendre ma chaise pliante et de lire mes journaux et de rester tranquille chez moi, peut-être que bon, je n'aurais pas à subir tout ça. Mais dès l'instant que peut-être j'ai mes convictions et mes principes, comme je dis encore une fois, je ne le fais pas pour avoir du buzz. Ça ne m'intéresse pas, c'est bon quand même, mais ça ne m'intéresse pas d'avoir, disons, le soutien de tous les Sénégalais ou bien d'avoir leur aval. Je le fais par principe. C'est-à-dire que je serai seul aussi dans cette affaire-là. Vraiment, l'essentiel pour moi, c'est d'être quitte avec ma conscience. Bon, ce que je dis également, c'est la vérité. Et depuis que j'ai commencé à écrire, personne n'a apporté la contradiction sur mes propos et sur le fait que je dénonce. Et je crois que même pour le fait aussi, on pourra entrer dans les détails par rapport à ce que j'ai écrit dans l'article. Justement, sur ces détails-là, qui inspirent justement cette question, mais commissaire, vous n'auriez jamais dû être notre président. C'est vrai que c'est brutal, mais pourquoi justement cette phrase? Bon, moi je suis un peu surpris quand même. Il n'y avait pas, ici je crois que ça existe toujours, le mouvement Retour. Oui. Le mouvement Retour, qu'est-ce que ça veut dire? Ces gens-là disent que tu n'aurais jamais dû être notre président, c'est ça? Mais c'est ce que j'ai dit. C'est pas que quand tu dis à quelqu'un, bon, quand je dis que tu n'aurais jamais dû être président, ça veut dire que moi, de mon retour, le temps que c'est mon président, moi, je me le c'est ça. Bon, mais maintenant, autant, par exemple, il y a des gens qui disent que c'est un génie politique. Tout récemment, j'ai lu vraiment un intellectuel, bon, c'est effarant qui dit que c'est une personnalité phénoménale. De Macky Sall, il dit que c'est une personnalité phénoménale, mais c'est son droit le plus absolu. Il y en a qui disent que c'est une bénédiction pour le Sénégal, etc. Mais est-ce qu'on a le droit de critiquer ces gens-là? Mais autant ces gens-là ont le droit de dire ça, mais autant également j'ai le droit de dire que qui, donc il n'aurait pas dû être mon président. Parce que je ne l'ai pas jugé, disons, a priori, mais je l'ai jugé a posteriori. C'est-à-dire que s'il avait fait quelque chose que moi j'ai pu ou su apprécier positivement, peut-être que je n'ai pas dit ça, mais c'est une appréciation, c'est-à-dire que pour moi, il n'a rien fait vraiment de bon qui puisse faire en sorte que je puisse l'apprécier positivement. Tout comme également des gens qui sont actuellement à l'aise, qui ont les poches pleines de belles voitures, de belles femmes, de belles maisons, mais ils ont le droit de dire qu'effectivement, lui, c'est un génie. Et que c'est une bénédiction, mais c'est une bénédiction pour eux. Mais il n'est pas une bénédiction pour ces gens-là qui sont, cette bonne femme-là, qui sont en train comment dirais-je, de chercher de l'eau à
à longueur de journée ou même à longueur de nuit, etc. Ces gens-là qui n'arrivent pas à payer, disons, une tablette d'Oliprane à la pharmacie, etc. Ou qui mangent une fois par jour, ça. Non, Macky Sall n'est pas une bénédiction pour eux. Comme j'ai dit dans cet article-là, je ne fais qu'exprimer mon opinion. Mais parce que c'est le président de la République, on veut lui donner, comment dirais-je, une certaine ampleur. Comme moi, je suis direct. Quand quelqu'un est un menteur, je dis que c'est un menteur. Quand un commissaire ment, c'est un commissaire menteur. Voilà. Pourquoi voudrait-on que si c'est un vendeur de cacahuètes ou un charretier, on puisse accepter qu'on dise c'est un menteur. Maintenant, si c'est un kilifa, on dit Wadoulen, c'est un cadeau. Pourquoi? Un menteur est un menteur, quel que soit son statut. Moi, je suis comme ça, je suis direct. Bon, c'est un langage qui peut ne pas plaire, mais vraiment, encore une fois, vraiment, c'est sur la base de la vérité. Voilà, pour la lanterne des Sénégalais et de ceux qui nous écoutent, pourriez-vous dire quel est le type de rapport, si le rapport existe, il existe entre vous et le président Macky Sall? Il vous a reçu une fois, vous vous êtes rencontrés une fois dans le cadre de vos missions, ou bien ailleurs et tout. Quel genre de rapport vous avez, si rapport il y a? Non, il n'y a pas de rapport, il n'y a que le rapport entre un président de la République et un citoyen qui a le droit d'apprécier ce qu'il est en train de faire. Voilà, parce que là où il est, comme je dis, au palais, il n'est qu'un locataire. Voilà. Mais le palais là, c'est pour nous le peuple. Ouais. Donc ça va changer de locataire. Mais je ne lui ai jamais téléphoné, il ne m'a jamais téléphoné. Et je sais qu'il n'a même pas besoin de me voir, même en peinture peut-être. On ne s'est jamais téléphoné. Bon, vraiment, il n'y a aucun rapport. On n'a qu'un seul rapport, si on peut l'appeler rapport, il est de Fatick. Et j'ai enseigné à Fatick. Il n'y a que ça. Mais sinon, vraiment, je ne le connais ni d'Adam ni d'Ève, etc. Et je ne le vois qu'à la télé, peut-être lui aussi ne me voit qu'à la télé. Mais il n'y a aucun rapport. Et puis, il n'y a aucune animosité. C'est là qu'au Sénégal, il faut que les gens fassent preuve de dépassement. N'est-ce pas? C'est là que chaque fois qu'on s'oppose au président, bon, au lieu de chercher objectivement, ou bien de voir dans mon argumentaire qu'est-ce qui est objectif, non, non, parce que etc. Non, c'est pas ça vraiment. Macky Sall, moi, président de la République, Macky Sall, c'est le président de la République. Mais comme je dis encore une fois, moi j'ai le courage de mes idées. Et l'autre jour, quelqu'un me demandait, yo, tu n'as jamais fait la prison, etc. J'ai dit que non, je n'ai encore jamais fait la prison. Mais je crains que peut-être d'ici 2024, mon moscasso, quoi. Voilà, c'est fort possible. Voilà. Toujours dans la même logique, nous allons revenir déjà à cette fameuse interpellation entre guillemets de dimanche passé. Auparavant, tantôt en discutant, vous nous disiez que ce n'était pas la première fois, quand il y a eu la marche de la coordination des femmes de policiers indiens, également, on avait tenté de vous intimider de la sorte en vous convoquant ou en essayant de vous accuser de certains faits. Vous pouvez rapidement revenir sur ça. Bon, pour les femmes policiers indiens, c'est moi qui ai organisé effectivement leur manifestation. Et j'ai organisé ça en professionnel. Et ça fait beaucoup mal d'ailleurs à mes collègues, parce qu'après le lendemain, ils ont tenu une réunion, les gens se sont dit comment les gens ont pu organiser ça. Et je me rappelle très bien, le directeur de la sûreté de l'État à l'époque leur avait dit, écoutez, ces gens-là, c'est des policiers comme nous. N'est-ce pas, c'est des professionnels. Vraiment, on n'a pas pu... Bon, la technique que j'ai utilisée pour réussir, vraiment, je me garde de le dire, quoi. Bon, ensuite, on m'a convoqué pour dire que, voilà, le président est fâché, et désormais, il n'est plus question qu'on vous reprenne, etc. Ça, c'est une première interpellation. J'ai fait aussi l'objet de filature, n'est-ce pas. Mais aussi, on m'avait convoqué quand il y a eu la bombe qui a été posée au niveau des deux véhicules, là, à côté du commissariat de Dieuppeul. On est venu me chercher pour me dire que bon, il y a le directeur général qui a besoin de vous. Bon, je me suis rendu. Bon, là également, mais quand même, j'avais pris mes dispositions parce que je ne suis pas allé seul. Je me suis rendu avec quelques collègues, ma garde rapprochée. Bon, arrivé dans la cour, j'ai vu deux véhicules du GMI. Bon, je suis professionnel, je sais peut-être les gens se préparaient quoi, mais j'ai été reçu par le directeur général. On a longuement discuté, mais je crois qu'à la suite de la discussion, il s'est rendu compte que vraiment j'étais responsable, quoi. Bon, il a évoqué une réunion qu'on avait tenue à Kaolack, etc. Je lui ai donné toutes les explications nécessaires. Et je lui ai dit, allez dire au président de la République qu'ils ont la chance d'avoir un commissaire comme moi à la tête de ces gens-là. Autrement, peut-être que vraiment ce serait le grabuge, quoi. Donc, il m'a laissé dans son bureau, au secrétariat, il est monté, il a fait 20 minutes, il est redescendu, il m'a dit que maintenant, on peut vous libérer. Après, arrivé chez moi,
qu'on a pris mes lieutenants. Quoi. Vous voyez, bon, je ne vais pas donner leur nom ici. L'un d'ailleurs est au Conseil de la République, etc. Ils étaient 4, plus maintenant Pape Sambombo et Cheikh Touré du PDS. Parce qu'ils avaient dit qu'il y avait un lien entre les policiers radiés et le PDS. Et que j'étais même un conseiller de Abdoulaye Wade en sécurité. Bon, c'est une longue histoire, j'aurais pu développer ça, etc. Mais pour dire que, bon, ce genre d'interpellation, de petits, disons, dérangements, etc., bon, je l'ai connu par le passé. C'est pourquoi j'ai dit, j'ai développé une résilience qui fait que, vraiment, je suis prêt à faire face à toutes les situations. 20 ans, 30 ans après, commissaire, ces pratiques moyenâgeuses auxquelles vous faites référence tantôt, ça ne vous choque pas que 30 ans après, que les services de sécurité continuent de procéder de la sorte, c'est-à-dire d'interpeller les gens comme si le droit ou les droits humains n'étaient pas une chose importante dans ce pays. Cela ne vous choque pas qu'il n'y ait pas une évolution dans la prise en charge des droits humains, surtout vis-à-vis des forces de l'ordre? Bon, il faut reconnaître quand même, vraiment, vous me permettrez de le dire aussi, au niveau des forces de défense et de sécurité, vraiment, c'est vrai qu'il ne faudrait pas qu'on globalise ou qu'on généralise. Globalement et de manière générale, ils font un excellent travail, n'est-ce pas? Aussi bien militaires, policiers que gendarmes. Et c'est l'occasion pour moi, effectivement, de les en remercier très vivement. Mais il se trouve que dans chaque corporation, dans chaque entité qui regroupe des hommes, il y a toujours effectivement ce que les gens appellent des brebis galeuses, ou les gens qui ne comprennent pas effectivement la nature de leur mission. Comme j'ai dit, les droits humains, vraiment, c'est quelque chose de fondamental. Vous avez, nous, les forces de défense, la police, disons, on a hérité, et la police actuellement du Sénégal est héritière de la police coloniale. Bon, à l'époque, les rapports entre les colons et, disons, les indigènes, c'était la matraque, hein, on ne cherchait pas à comprendre. Bon, quelque part, c'est quelque chose qui est resté, comme une forme de sous-culture. Sous-culture, bon, disons, au sens sociologique du terme, hein, c'est les policiers. Mais depuis lors, quand même, il y a eu une évolution. Effectivement, les gens font l'effort. Parce qu'aussi bien à l'École nationale de police que au cours de séminaires qu'on organise, effectivement, on essaie d'inculquer aux policiers, effectivement, ces notions de droits humains. Comme je dis. Mais il se trouve que malheureusement, on est aussi en train d'assister à des scènes vraiment qui sont déplorables. Au début du couvre-feu, on a vu les traitements inhumains et dégradants qui étaient infligés à certaines gens. Tout récemment, on a vu un policier prendre son fusil et donner un coup de crosse à une bonne dame qui montait tranquillement dans le véhicule. Ça, c'est des actes vraiment à condamner de la manière la plus ferme. Donc, encore une fois, il y a une évolution, mais il reste encore beaucoup à faire. Et ça, vraiment, je n'interpelle pas les policiers en tant que tels, n'est-ce pas, les exécutants, mais c'est au niveau de la hiérarchie que les gens doivent faire l'effort nécessaire pour chaque fois vraiment attirer l'attention des policiers qu'on n'a pas besoin de la force. Un bon enquêteur n'a pas besoin de violence pour aboutir à un bon résultat. Vraiment. Comme je dis, effectivement, on peut réussir sa mission en y mettant la rigueur nécessaire, mais vraiment également en respectant la dignité vraiment des uns et des autres. Vraiment, ça enlève en rien à votre autorité. Je crois qu'il faut aller dans ce sens-là. Et je crois que ça permettra de rapprocher davantage les populations et les policiers. Parce que c'est malheureux de le dire, les gens se regardent en chien de faïence, ils se prennent pour des ennemis, alors qu'ils doivent être des partenaires. Évidemment, c'est parce qu'il n'y a pas une bonne politique préventive au niveau du Sénégal. Non, il n'y a pas il n'y a même pas de politique préventive. Hein. Bon, on a parlé de police de proximité, mais je crois qu'ils ont plutôt insisté sur la proximité géographique et moins sur la proximité affective qui doit exister entre le citoyen et le policier. N'est-ce pas? Le citoyen doit pouvoir aller au commissariat de police dans le même état d'esprit que quand il s'est rendu dans un hôpital, en se disant que je vais aller voir quelqu'un qui dispose d'une certaine force, qui dispose d'une certaine espérance et qui sera prêt à m'aider pour régler mes problèmes. Mais vous savez, Pape, beaucoup de Sénégalais, quand on les convoque au commissariat, même s'ils ont raison, ils y vont en tremblant. Alors, c'est pas ça, c'est cet esprit-là qu'il faut enlever et faire en sorte que les populations voient dans les policiers des partenaires.
Également, aux populations aussi de faire l'effort nécessaire pour également ne pas prendre des policiers a priori comme ça pour des ennemis. Hein? C'est eux qui leur donnent la tenue qu'ils portent, les salaires qu'ils perçoivent, c'est à partir de leurs impôts, etc. Vraiment, il faut également qu'ils les considèrent comme des partenaires. Ne pas systématiquement dire que Alkati bon, Alkati Dumbok, donc il faut que c'est Alkati Ren, le Boko, c'est pas bon aussi. D'accord. Bon. Mais justement, face à la récurrence de ces violences policières dont vous venez d'énumérer tout à l'heure, certains ont soulevé un problème lié à la formation dans les écoles de gendarmerie ou de police. Vous qui avez eu à diriger des hommes, vous qui avez eu à diriger des services au plus haut sommet de la hiérarchie policière, vous pensez que le véritable problème c'est la formation? Non, ce n'est pas tellement la formation, parce que par rapport au comportement des uns et des autres, il y en a qui, à partir de leur éducation de base, hein, qui chez eux étaient incontrôlables, étaient plus ou moins impolis, qui manquaient de respect, même à leurs propres parents. Ce monsieur-là, quand il deviendra policier, mais vraiment, il n'aura de respect pour personne. Également, il y a ça. La formation, disons, elle est globalement bonne, mais il faut également vraiment insister pour l'améliorer davantage. Vous savez, justement, c'est pour donner une meilleure formation qu'on avait pensé mettre en place une académie de la police. Vraiment, pour être au diapason disons, des modules standards qui sont enseignés dans les écoles de police. Mais malheureusement, jusqu'à présent, c'est un peu pire. Bon, j'espère que ça va se réaliser. Ça permettra d'avoir une bonne formation, une formation de qualité, avoir des cadres, des commissaires de police qui appartiennent au corps de conception, vraiment qui pourront concevoir vraiment de manière, disons, efficace, hein, et des corps intermédiaires vraiment qui vont assurer l'encadrement également de manière efficace, et évidemment aussi des corps, des subalternes qui seront là vraiment avec un bagage intellectuel et bagage professionnel qui leur permettra effectivement sur le terrain vraiment d'avoir la résilience nécessaire et les connaissances nécessaires pour pouvoir également affronter certaines situations, surtout des situations de danger, quoi. D'accord. Maintenant, nous allons faire une petite digression. C'est pour venir parler du procès de l'adjudant-chef-major Tamsir Sané, un gendarme qui a été tué au mois d'août passé, au mois de juillet plutôt passé, lors d'un braquage à Koupentoum. Aujourd'hui, quand des délinquants vont jusqu'à s'en prendre à des éléments des forces de sécurité, qu'est-ce que cela vous inspire, vous qui êtes un spécialiste de la sécurité? Vous ne pensez pas que quelque part l'équipement ou les missions des forces de sécurité ont un peu régressé et ont laissé la place à ces bandes armées? Bon, pour ça, disons, il y a beaucoup de facteurs que peut-être je ne pourrais pas développer, mais dans un premier temps, vraiment, permettez-moi de m'incliner vraiment devant la mémoire de l'adjudant Sané. Vraiment, je crois que c'est un honneur de perdre sa vie comme ça en service commandé. Et d'ailleurs, je ne cesse de le dire, je dis que voilà, ces gens qui devaient être honorés par la nation. Des gens dont les familles doivent être prises en charge de manière totale, intégrale par l'État, n'est-ce pas? Donc, bon, maintenant, pour ce qui concerne ce cas particulier de Koupentoum, bon, je ne sais pas, parce que j'ai lu dans la presse que quelque part, il y avait une défectuosité au niveau de l'armement. Mais je dis que ça, également, c'est de la responsabilité de l'État. C'est-à-dire que ces gens-là, ils sont là-bas. Bon, à un moment donné, c'était peut-être pour attaquer, mais à un autre moment également, c'est pour se défendre. Donc vraiment, c'est à l'État de veiller à ce que les forces de défense et de sécurité, notamment les policiers et les gendarmes, qui sont au quotidien vraiment en confrontation avec ces délinquants-là, soient armés. Vraiment, je crois que vraiment, c'est scandaleux, quoi, qu'on dise que c'est parce que nos armes ne fonctionnent pas. Parce que ça me rappelle ce qui s'était passé en février 1987 avec ces policiers-là, dont le véhicule ne pouvait pas démarrer. Je crois que vraiment, c'est scandaleux. Donc, il appartient à l'État. Comme j'ai dit, il y a des dépenses qui sont en train d'être faites dans la vie civile. Il y a des dépenses même qui sont en train d'être faites au niveau même, peut-être, des forces de défense et de sécurité. Mais pour moi, ce n'est pas prioritaire. C'est pas prioritaire. C'est pas prioritaire. Donc, quelquefois, on achète, bon,
Je ne suis pas tellement contre, mais quand même, on achète des équipements qui valent des milliards, et qu'on va stocker là pendant 10 ans, 20 ans, et qui ne seront pas utilisés. Hein, alors que les gendarmes qui sont dans les brigades au fin fond de ces pays-là ont besoin vraiment d'avoir constamment des véhicules qui ont besoin d'avoir suffisamment de carburant et qui ont besoin également d'avoir les armements nécessaires pour ça. Donc vraiment, je crois qu'il faut revoir la chose. Maintenant, aussi de manière générale aussi, dans le cadre d'une appréciation générale, effectivement, il faut se dire que le danger est en train également de menacer. Parce que tout simplement, les délinquants ont de plus en plus d'audace. Vous savez, quelquefois, avant d'attaquer, ils se renseignent. Hein. Quelquefois même, ils savent combien il y a de policiers ou de gendarmes dans une brigade, est-ce qu'ils sont bien armés, etc. Et quelquefois, c'est muni de toutes ces informations qu'ils ont l'audace de faire certains coups. Donc, il faut également que les autorités prennent compte effectivement de l'évolution, n'est-ce pas, mentale et psychologique de ces délinquants-là. Et maintenant, de réarmer et d'équiper aussi les forces de défense et de sécurité en fonction de cela, quoi. N'est-ce pas? Il faut adapter, n'est-ce pas, l'équipement des forces de l'ordre. Il ne faudrait pas que chaque fois, les forces de l'ordre, les policiers, les gendarmes courent après les délinquants, quoi, qui ne doivent pas les dévancer. Hein. Ça, c'est mon sentiment, quoi. Il y a beaucoup d'autres facteurs aussi, vraiment, qui jouent. Commissaire, face au discours sécuritaire du président de la République, notamment par rapport à la menace terroriste, on a constaté une chose. Le maillage sécuritaire au niveau de certaines régions frontalières du Sénégal pose problème. Moi qui suis habitué à voyager, j'ai eu à constater que des régions comme Kédougou, Tambacounda, Bakel, ou plutôt des départements, Vélingara, Kolda, Sédhiou, Oussouye et Bignona, j'ai vu que ces départements n'ont quasiment pas de commissariat de police. Et aujourd'hui, on est face à une menace terroriste récurrente, d'après les propos du président de la République. Vous qui êtes spécialiste de la sécurité, qu'est-ce que vous avez à donner comme conseil, entre guillemets, justement, à l'autorité en charge de la sécurité? Bon, vous savez que en matière de terrorisme, c'est un peu délicat. Bon, quelquefois aussi, il y a tellement encore plein de discours que quelquefois je me suis dit que peut-être que c'est un créneau porteur pour les uns et les autres, n'est-ce pas, peut-être de se faire, comment dirais-je, financer. Bon, j'ai constaté aussi qu'au niveau des officiels, n'est-ce pas, de certains chefs d'État, dont le nôtre d'ailleurs, hein, quelquefois, c'est du suivisme. C'est-à-dire qu'on répète ce qui se dit au niveau des pays occidentaux, etc. Alors que ce n'est pas les mêmes réalités. Bon, ce que vous avez dit là est tout à fait vérifiable. C'est non seulement par rapport au tourisme, mais c'est par rapport même aux services de sécurité de manière générale. C'est ce que j'appelle les déserts sécuritaires. Hein, comme il y a des déserts médicaux, aussi il y a des déserts sécuritaires, c'est-à-dire que de vastes étendues de ce territoire-là, où on ne sent pas la présence vraiment des forces de défense. Et ça également, il faudrait que les gens privilégient ça. Et justement d'ailleurs, c'est parce qu'il y a ce désert-là qu'il y a une translation de la délinquance des zones urbaines vers justement ces zones rurales-là. Parce qu'avant, dans les zones rurales, il n'y avait pratiquement pas de délinquance. Hein, il y avait tout juste quelques petits larcins, etc. Mais actuellement, on a constaté que dans ces zones reculées-là, il y a beaucoup de délinquance. Donc il y a une translation. Donc, c'est-à-dire que les moyens qu'on a mis au niveau des centres urbains, on doit pouvoir les déployer également au niveau des zones rurales. Pour vraiment un meilleur maillage et pour un meilleur contrôle aussi vraiment de la menace terroriste. N'est-ce pas? Qui demande vraiment beaucoup d'études. Par exemple, pour exemple, j'ai cité récemment, de tout temps d'ailleurs, je l'ai fait, le cas des ASP. Ils ont été recrutés sur la base du principe de proximité. Donc c'est-à-dire qu'ils sont affectés, ils sont recrutés dans une localité bien déterminée, ils viennent faire la formation pour retourner dans cette localité-là. Mais on devrait pouvoir, effectivement, c'est une mine d'information. S'ils sont mis, ils sont dispersés dans tout le territoire, peut-être qu'il n'y a que les enseignants qui ont un effectif plus important que ces gens-là, qui ont une dissémination beaucoup plus importante. Mais comment mettre à contribution ces ASP-là qui sont dans les localités, qui sont dans les villages, etc., n'est-ce pas, qui ont une immersion sociale qui puisse leur permettre effectivement de recueillir certaines informations. Donc vraiment, je crois en matière de tourisme, il faut vraiment qu'on évite, disons,
comment dirais-je, le suivisme, disons, le fait de répéter des poncifs que tout le monde connaît. Vraiment, je crois qu'il faut également une innovation. Il faut impliquer tout le monde. Parce que ce n'est pas une affaire qui sera réglée par les forces de défense et de sécurité. Il faut intégrer la presse dans la sensibilisation, n'est-ce pas, les faire participer dans certaines opérations, etc., pour qu'ils maîtrisent mieux même ce qui est la menace. Parce que la menace, elle n'est pas du tout maîtrisée. Les populations entendent parler de menaces terroristes, mais ils ne savent pas ce que c'est que la menace. Quels sont les signaux précurseurs d'un terroriste qui veut intégrer une société, n'est-ce pas, qui veut caporaliser comment dirais-je, les fidèles d'une mosquée, etc. Il y a des petits gestes, des petits signaux, n'est-ce pas, qu'il faut apprendre aux populations à identifier, etc. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire. Bon, d'accord, toute dernière question, ou plutôt l'une des dernières questions. Commissaire, récemment, les Sénégalais se sont réveillés déjà avec des difficultés liées au coronavirus. Les Sénégalais se sont réveillés en apprenant que le président avait pris un décret fixant honoraria, ou bien donnant honoraria aux anciens présidents du Haut Conseil économique et social. Quelle appréciation vous faites justement de ce genre de décret, surtout en ces périodes? Bon, on dira encore que voilà, il est impoli, voilà comment il parle au président, mais je dis encore c'est indécent. Pendant qu'on demande aux gens de se serrer la ceinture, pendant que les gens sont en train de vivre les affres de la faim, les affres de la soif, etc., vraiment qu'on nous sorte un décret vraiment pour donner des avantages exorbitants à une femme qui n'a pas plus de mérite que n'importe qui, n'est-ce pas? Donc, j'ai un problème avec les décrets du président. Vraiment, je crois qu'il doit faire l'effort davantage. Parce que concernant cette honoraire, on a 3 décrets en réalité. On a un premier décret qui est sorti. En fait, il s'agit du décret 2020-964. Voilà, donc on a un premier décret qui est sorti et qui effectivement donne des avantages à une personne bien déterminée. Bon, maintenant, quand il y a eu le tolérant maintenant, je crois qu'ils ont voulu se rattraper. Il y a leur zèle là qui a exhibé un deuxième décret. Alors que les gens ont dit que, effectivement, puisque vous dites c'est faux, mais dans les 48 heures, sortez le vrai décret, mais ils sont restés 10 jours pour sortir maintenant ce décret-là qui a été exhibé par un de leurs zèles. Mais à quel titre d'ailleurs il exhibe ça? Bon, quelques jours après, on nous sort un autre décret, maintenant, cette fois-ci, qui est publié dans le journal officiel, le numéro 7330, etc. Bon, mais le problème maintenant, c'est qu'ils avaient commis 2 erreurs dans les 2 premiers décrets. Et ils l'ont rectifié. Parce qu'ils faisaient, dans le visa, on disait que la loi, comment dirais-je, 2012, n'est-ce pas, du 28 septembre, alors que c'est le 28 décembre. Donc, cette même erreur a été répétée dans la première version et dans la deuxième version. Et dans la troisième version, ça a disparu. On a mis la bonne date, etc. Bon, le problème maintenant pour moi, c'est ceci. Y a-t-il un faux décret? S'il y a un faux décret, comme j'ai dit, il appartient au procureur de la République, effectivement, de faire en sorte que le faussaire là soit identifié pour protéger la signature du président de la République. Mais maintenant, plus grave, je ne dis pas que c'est ce qui existe, mais on pourrait supposer maintenant que les 3 décrets ont été signés par le président de la République. Mais c'est beaucoup plus grave. C'est beaucoup plus grave. Bon, je ne vais pas m'avancer encore, on va dire que voilà, il est en train d'accuser le président de la République, mais c'est une alternative. Ou bien il y a un faussaire, il y a des faux décrets. Maintenant, on essaie d'identifier les faussaires, ceux-là qui sont en train de recopier la signature du président de la République. Ou bien maintenant, tous les décrets ont été signés par le président de la République. Mais pour moi, ce sera scandaleux parce que le président de la République ne peut pas s'amuser à signer 3 décrets pour le même objet, etc. Donc il y aura de la légèreté quelque part aussi, n'est-ce pas? Donc j'ai dit qu'il y a des problèmes avec les décrets du président. Tout récemment, il a pris un décret, n'est-ce pas, pour demander aux sous-préfets, aux autorités administratives de signer une prérogative qui appartient aux maires, qui ont reçu cette prérogative-là de la loi. Mais si on respecte la norme, la hiérarchie de normes, vraiment, un décret ne peut pas supplanter une loi. Troisième considération, disons, c'est son décret sur le Petrotim. Il l'a signé et il a été, bon, les gens disent qu'effectivement, il a signé sur la base d'un rapport de présentation de Alioune Ngoundiaye. Mais Alioune Ngoundiaye, il paraîtrait qu'effectivement, que ce qu'il a mis dans son rapport de présentation, c'est tout faux. Oui, c'est ce que dit le Premier ministre. C'est ce que dit le Premier ministre. Et depuis lors, on n'a pas de réponse. Ils doivent nous répondre. Effectivement, si c'est faux, mais pour moi, Alioune Ngoundiaye doit démissionner ou on doit le démettre. Parce qu'il n'est pas question qu'un présumé faussaire soit à la tête du ministère de l'Intérieur.
Ça, c'est scandaleux. Maintenant, si effectivement, il n'y a rien de tout ce qu'on est en train de dire là, mais c'est là qu'ils sont en train de déclarer ça. Mais qu'on les prenne, qu'on les conduise à la justice et qu'on les condamne. Qu'on n'a pas, à ce moment précis, on va prendre Abdoul Mbaye, on va lui dire que tu es en train de faire des affirmations gratuites, c'est de la diffamation, on te fout en tôle, excusez-moi le terme. Mais tant qu'ils sont en train de garder les 600 là, Aliou Ngouille sera considéré comme un présumé faussaire. Et un présumé faussaire, il n'est pas question qu'il soit là à la tête du ministère de l'Intérieur, où il commande des OPJ, où il commande des gens qui sont en train de poursuivre les faussaires. Quand même. Ah, ça les met mal à l'aise. Hein. Donc il faut que ça soit clair, qu'on sache exactement de quoi il retourne dans ce rapport-là. C'est ça. Donc c'est ce genre de questions que nous posons. Et si nous le posons maintenant, on leur dit que voilà, bon. Ouais, etc. Commissaire, juste sur la toute dernière question, M23 juin 2011, 23 juin 2020, qu'est-ce qui a changé depuis lors? Bon, mais il y a une trop grande et flagrante trahison de l'esprit du 23 juin. Et je vous dis que quelque part, si j'ai été interpellé aussi, c'est parce qu'il y a une information qui était sortie pour dire que je suis à la tête d'un mouvement et que ce mouvement-là allait prendre une part active dans la célébration du 23 juin. Oh, ouais. Ça, même c'est quand j'étais à la police que j'ai eu cette information-là. Je crois que ça, on peut inciter, pousser les gens aussi, peut-être à vouloir. Parce que la première question qu'on m'a posée, c'est ça. Est-ce que vous êtes membre d'un mouvement ou d'un parti politique? Voilà. Donc, mais il faut dire que l'esprit du 23 juin a été trahi. Tout cela qui criait, qui aboyait, qui a incité les gens à venir à la place de l'Obélisque, aujourd'hui, ils sont autour de la soupe. Voilà. Donc vraiment, c'est triste et malheureux de le constater. Mais l'esprit du 23 juin a été trahi. Peut-être qu'on va trouver une autre date. Voilà, donc commissaire, nous arrivons au terme du temps qui nous était imparti. Nous vous laissons la parole pour un dernier mot à nos auditeurs. Bon, d'abord, je les salue et d'avance, je les remercie pour la patience qu'ils auront mis pour m'écouter. Mais qu'ils sachent qu'effectivement, vraiment, que j'ai tout le respect du monde pour nos institutions. Qu'il n'est pas question pour moi, même dans la correspondance, j'ai dit qu'il n'est pas question qu'on discrédite, n'est-ce pas, nos institutions-là. Mais vraiment, également, il faut qu'ils m'accordent le droit de pouvoir exprimer mon opinion, de pouvoir dire mes convictions. Et ce que je suis en train de faire là, je ne cherche pas à avoir du buzz, je ne cherche pas à avoir du monde derrière moi, parce que je n'ai aucune ambition politique. Je le fais par conviction, je le fais par principe. Et justement, dans ce principe-là et ces convictions-là, j'ai entraîné toute ma famille. Donc, ils sont prêts également, toute ma famille est prête effectivement à me voir prendre mes bagages pour aller à Rebeuss. Ce n'est pas mon souhait, et je sais que ce n'est pas le souhait de la plupart des auditeurs qui nous écoutent de ça. Mais qu'ils sachent que vraiment, c'est pour défendre l'intérêt général, c'est pour défendre vraiment l'intérêt supérieur du peuple sénégalais. Vraiment, qui a longtemps souffert. Depuis les indépendances jusqu'à présent, on est là sous la coupe de politiciens et de religieux, disons, d'une oligarchie politico-religieuse qui sont en train de faire souffrir la population. Vraiment, ces gens sont cupides, ces gens sont voraces, ils ne pensent qu'à eux-mêmes et ils oublient ce qu'on appelle la plèbe, c'est-à-dire que les pauvres, les démunis, vraiment les sans-voix. Je crois que vraiment, je me suis donné une mission effectivement de défendre ces gens-là. Bon, peut-être que je le fais de manière gauche, ça c'est à eux d'apprécier. Peut-être que je fais ça de manière maladroite, c'est à eux d'apprécier ça. Mais la conviction est qu'effectivement, il nous faut réunir nos forces pour changer ce pays-là, pour que chacun s'y retrouve. Vraiment, c'est le dernier message que j'ai eu, que j'ai à lancer aux auditeurs et à l'ensemble du peuple sénégalais. Merci commissaire Sadio, chers auditeurs, bon dimanche et à bientôt pour un nouveau numéro d'Actu Phare.